Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso sera-t-elle expressive de ce que les naturalistes, géologues et compagnie interprètent les super-volcans? En clair, la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso sera-t-elle expressive des super-volcans explosifs et qui sont d'ailleurs en dormance pendant, bien sûr, certains pour des milliers d'années et d'autres pour des millions d'années? Mesdames, Messieurs, avant de commencer à éclaircir ou à repenser la problématique et les enjeux post-dictature de Denis Sassou Nguesso, qui d'ailleurs sont en train d'entrer dans la mêlée des contentieux historiques. Eh bien oui, des contentieux historiques. Parce que le dictateur Denis Sassou Nguesso est venu trouver ce pays, ce peuple congolais, ce peuple bantou à l'échelle congolaise, a existé bien avant lui. Et moi d'ailleurs, et d'autres d'ailleurs. Mais pourquoi s'acharne-t-il contre les problématiques existentielles, universelles ou éternelles? Mesdames, Messieurs, bien sûr que lui, au cœur de sa psychanalyse, de sa psychologie et autres, il n'a pas accompli ça. Bien sûr que certainement, il n'a pas encore franchi certaines barrières de la civilisation, qui sont celles d'abord de l'existence et de ses enjeux existentiels. Et il y a des États et compagnie. Bien sûr qu'il pense que le pouvoir qui s'est accaparé est une loi naturelle. Non, c'est accidentel. Cela veut dire que tout Congolais, comme moi, d'autres, et lui aussi bien avant moi, et d'autres, peuvent devenir président du Congo. Mais c'est l'après. Et voilà comment vont-ils gérer et l'après Sassou avec tout cette psychanalyse, cette psychologie, cette brimade sociétale que le régime Sassou Nguesso a utilisé contre ce peuple pendant aujourd'hui plus de 35 ans. De sa dictature liberticide, antisociale et surtout criminogène. N'oublions pas, confiscatoire de l'État congolais. Oui, l'État congolais, en termes de ses moyens colossaux, dont les moyens de la justice, de la sécurité, des armées, du renseignement intérieur et extérieur, des comptes publics, de la diplomatie, des moyens de lobbying, des contrats, des traités et conventions, des administrations congolaises et compagnie. Alors, pourquoi c'est l'individu est là en train de s'accaparer d'un écosystème alors que nous ne sommes pas individuellement et collectivement en mesure de le mettre hors d'état de nuit, tant au niveau civil, politique et militaire? Bien entendu, et pour cause. Vous savez que dans la marée d'histoire, Henri Monterland a écrit ceci, je cite: « Il n'y a que deux partis dans un pays, ceux qui osent dire non et ceux qui ne l'osent pas. Quand ceux qui ne l'osent pas dépassent en nombre considérable ceux qui l'osent, oui, le pays est foutu. On le voit déjà. Parce que les Congolais ne sont plus en mesure de défendre leur liberté et surtout leurs droits. Donc, autrement dit, il serait déjà mûr pour l'esclavage. Déjà, Jean-Jacques Rousseau, au XVIIIe siècle, pendant l'esclavage ou pendant la traite négrière. Mesdames, Messieurs, oui, je vous informe que je suis dans la pensée de Léonard Roosevelt, qui a dit ceci: « Les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements, les petits
discute des gens. Moi, j'ai ajouté par ailleurs que la différence entre une insulte et un message est dans une marge. Celle-ci d'ailleurs. Une personne intelligente, c'est la personne qui va au-delà de la première impression. D'ailleurs, je vous ai toujours dit que vous n'aviez que ici que 10% de ce que j'ai comme cognition, émotion et compagnie en tenant compte des enjeux majeurs. Mesdames, Messieurs, ben oui, je vous l'ai toujours dit. Et d'ailleurs, interpréter la pensée de l'anthropologue Margaret Mead. Oui, elle avait pourtant dit, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés ait pu changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. Et j'ajouterai d'ailleurs que ne soyez pas spectateurs de ma vie ou de celle des autres, mais acteurs de la vôtre et de la mienne aussi. Et c'est un cas de prise de conscience universelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ben oui, notre pays est en danger. Et c'est que j'ai toujours pensé que méfiez-vous des apparences. Je ne suis qu'un lanceur d'alerte, un éveilleur de conscience, celui qui fait part de ses analyses, de ses points de vue, de ses convictions, de son retour d'expérience. Oui, l'expérience est d'abord personnelle et que j'ai vécue d'abord quand je suis né à Brazzaville. Après, mon père m'a amené à Makwa, à l'Équateur. Sur la zone Équateur, nous sommes allés au village. J'ai fait l'école primaire au village, le collège à Makwa, le lycée à Makwa. Et une partie seulement. Après, je suis allé à Pointe-Noire parce que j'avais l'endroit où je vivais. Bon, il y avait une secte Esaïe qui sont venus saccager l'endroit où je vivais. Ils me croyaient que j'étais un sorcier et autres. Et vous voyez la manipulation mentale avec ces pasteurs et autres. Donc, c'est les raisons pour lesquelles on m'avait invité d'aller faire des études soit à Brazzaville ou à Pointe-Noire. J'avais choisi Brazzaville, mais là où je suis né, mais autrement dit, le petit frère de ma mère, qui fut d'ailleurs un gros bonnet des hauts fonctionnaires de l'État congolais, m'a dit non, on va faire l'étude à Pointe-Noire et tu reviendras à Brazzaville quand tu auras eu ton bac. Et j'ai eu mon bac à Pointe-Noire au lycée Victor Augagnère et je serai revenu à Brazzaville. Et là où j'ai fait la fac des sciences, on m'a donné toutes les bourses pour aller à l'étranger, j'ai refusé, mais je suis resté à la fac des sciences. J'ai passé brio ma fac des sciences, j'ai dirigé le mouvement de jeunesse à la faculté des sciences et j'étais au cœur de la vie politique universitaire et même politique à cette échelle pendant ces années-là, c'est-à-dire à la fin des années 1980. Et après, je suis allé enseigner au lycée d'Aporouge, l'accès Chaminade, et j'ai enseigné des classes une classe de première scientifique et une classe de terminale scientifique et puis une classe de première littéraire et après j'ai participé à la conférence nationale et puis je serais rentré en France depuis ces années-là, j'ai continué d'autres études et c'est la vie, j'ai fabriqué la famille et qui bientôt grand-père. Bon, voilà, c'est une vie. Mais Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir, j'étais encore au collège, il est toujours là. Et c'est ça le problème. Donc, les intelligences passent et le dictateur est là. Donc c'est comme un blocage. Et donc en tant qu'esprit libre et digne, et souverain d'ailleurs, parce que je défends d'abord mon pays, donc je me bats contre une dictature qui est en train de suyer non seulement ce pays, le noyer, mais aussi, au cœur de l'enjeu, les problématiques de la survie de ce peuple, en tenant compte des enjeux qui touchent, ne touchent pas seulement les paramètres macroéconomiques, mais ils touchent aussi les problématiques existentielles en tenant compte de nos écosystèmes qui sont ceux du bassin du Congo, l'Amazonie de l'Afrique, le bassin là qui risque d'être vendu à la découpe. Et à ce moment-là, quand on a un cerveau, on a une conscience, on a un retour d'expérience, on a plein de choses, on dit le temps n'est plus de s'indigner, mais d'agir.
Et je suis là que dans ce cadre-là, en tenant compte des pensées et précités. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, je vais commencer par vous intégrer au cœur de la science, au cœur des super volcans dormants. Je vous dis que méfiez-vous des apparences. Le Congo-Brazzaville est un volcan dormant. Parce que ce dictateur a plus d'embrouilles aujourd'hui dans tous les écosystèmes sociaux et culturels congolais. Tenons compte du tissu social, du tissu économique, du tissu politique. Bien sûr qu'il a détruit. Il est en train de les détruire. Et parce que la survie de ce peuple du Congo-Brazzaville ne tient plus aux enjeux de la civilisation, ni de la société et des nouvelles sociétales, mais simplement pour la survie d'un mec qui est là, qui se bat contre le peuple congolais. Bien sûr que ce monsieur a peur non seulement des pétards, mais il envoie des pétards aux autres. Ce monsieur a peur d'être torturé, mais il envoie des sbires pour aller torturer les autres. Ce monsieur a peur de finir sa vie à la CPI, mais emprisonne injustement des dignes fils du Congo. Et ne comptons pas que sur ça, parlons bien sûr des problématiques de la condition humaine et sociale catastrophique, alors qu'on est dans un bassin qui est le plus riche du continent. N'oublions pas cette biodiversité faunistique et floristique, le deuxième poumon d'oxygène de la planète, le bassin du Congo. Le Congo-Brazzaville est dans le bassin du Congo. Cette biodiversité faunistique et floristique. N'oublions pas les matières fossiles, les énergies fossiles, le pétrole, le gaz. N'oublions pas les terres rares, n'oublions pas les terres agricoles et compagnie. Le deuxième réseau hydrographique du continent. Et donc, tout est possible là-bas. Mais pourquoi nous sommes bloqués et autres? Parce qu'on a placé ces mauvais, tout mauvais, pour être utile à l'intérêt général de ce peuple et des enjeux majeurs de civilisation nouvelle. Bien sûr que les big bossers, les donneurs d'ordre qui tiennent ce monsieur pour qu'il reste là, pour que ces équilibres macroéconomiques majeurs puissent détruire ces écosystèmes, sont là parmi nous. Donc nous nous battons contre les puissances autres, mais non, donc, même les petits poissons ont tous s'organiser, parce que les gros poissons mangent tous les petits poissons, mais les petits poissons qui ont des stratégies, des balais autres. Donc nous devons repenser ces équilibres-là. Bien sûr que dans la nature oui, les gros poissons ont toujours su manger les petits poissons, mais dans la nature a toujours capté la juste part. Oui, cher à Nicolas Hulot, à moi-même, en tant qu'anthropologue, je ne dirais pas Cécile Duflot et tout ce monde-là. On connaît les vrais valeurs écologistes de la France et d'ailleurs de la francophonie. N'oublions pas l'Afrique. Ce n'est pas des pseudo-écologistes comme les innocents payas qui sillonnent le monde avec bien subventionnés par la tyrannie et qui vont diffuser des livres à la con qu'on connaît, qui sont rien, qui sont en antithèse, en antagonisme contre l'esprit même des enjeux, des problématiques écologie, sociale et développement durable. Ou soutenable d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, bien sûr que ces innocents payas, ils ne connaissent pas les notions. Il faut faire un débat avec Innocent Paya, bien sûr qu'il en tenait à répondre par-ci, par-là, mais c'est sur un débat contradictoire, à faire un Innocent Yatonga, mais il n'est rien, mais c'est le même individu qui est là pour diffuser les informations d'une tyrannie, qui sont là pour déclasser cet écosystème du bassin du Congo et qui demain aura, cet écosystème perturbé aura des impacts sur le changement climatique et surtout les cyclones qui arrivent aux États-Unis et dans les Antilles et compagnie, parce que ces équilibres naissent dans le golfe de Guinée et les régulateurs de ces cyclones qui arrivent en Amérique du Nord, les grandes Antilles naissent toujours dans le bassin du Congo ou dans la zone intertropicale qui est le golfe de Guinée. Bon, si on n'est pas compris là, je vais parler au détail sur ces problématiques qui touchent la science, les sciences environnementales et la géologie, la biologie,
et voilà, l'astrologie, l'astronomie, et toute compagnie, les sciences de l'espace et compagnie. Donc on va parler au-delà de ça. Mais je sais que je suis un cerveau. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ben oui. Donc je vais rentrer au cœur de ce que j'appelle des volcans, des super volcans explosifs. Je vous informe que euh, la, la Terre, hein, quand on voit la surface de la Terre, oui, la Terre, la surface de la Terre, ouais, vous voyez la Terre, c'est des forces énormes. C'est 1 million de fois ce que nous avions fabriqué en ce qui concerne par exemple l'énergie nucléaire. Mais retenez bien, ces forces sont colossaux et ne dépendent pas de l'homme. Oui, bien sûr que la nature n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de la nature. Eh bien oui, nous devons comprendre ces lois qui sont d'abord des lois naturelles, ces lois de la vie, de la création et de l'univers. Et si nous ne comprenons pas ces forces, mais qui touchent l'univers, je ne vais pas rentrer en détail, je vais revenir simplement dans le cadre de l'humanité, c'est-à-dire les 100 lois de l'humanité. Il y en a plein. Donc si vous ne comprenez pas ces forces qui sont déjà liées au cycle de vie, énergie-matière, dont l'homme fait partie de ce cycle de vie, énergie-matière. Donc si vous ne comprenez pas ça, vous pourrez rester que sous les cadres tout simplement du droit pénal, hein, qui, dans certains écosystèmes, sont simplement les lois de tyrannie. Mais non, les véritables lois sont là. Les lois intangibles de la nature, les cycles de vie, oui, la naissance, la vie et la mort. Donc on vient là pour laisser quelque chose pour la nature et pour l'univers. Donc je vais vous laisser un esquisse de documentaire sur les supervolcans. En fait, les supervolcans que je vous dis, c'est surtout les volcans qui sont en dormance, souvent en dormance. Et quand ça explose, c'est énorme. Je vous prends par exemple la plupart des supervolcans explosifs ou dormants. Ah oui, on appelle ça les supervolcans. Ils sont toujours dans les zones de subduction. Là où se rencontrent les plaques tectoniques entre les plaques océaniques et continentales. Ces volcans explosifs, on les rencontre souvent qu'on appelle les points chauds. Les points chauds là partent déjà de la pointe de l'Alaska aux États-Unis, en passant par le Canada, hein, en Colombie-Britannique, Vancouver, en passant par l'État le nord et l'ouest des États-Unis, c'est-à-dire en parlant du mont Sainte-Hélène, même à Seattle, l'État de Washington, et en arrivant sur la plaque la plaque coulissante de Saint Andreas en Californie. N'oublions pas, en descendant du Nouveau-Mexique et allant jusqu'au niveau du Mexique, de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud. N'oublions pas la plaque pacifique, qui touche déjà les plaques hawaïennes et indonésiennes, même les îles laotiennes. Et tous ces endroits sont des endroits, des points chauds, où c'est des volcans dormants explosifs. C'est des super volcans explosifs. Bon, en Europe, il n'y a qu'un seul point chaud qu'on connaît bien, c'est l'Islande. Nous la connaissons déjà. Nous sommes au cœur des sciences. Donc nous, je vois le monde, je ne vais pas rentrer en détail pour les problèmes de timing. Donc on peut rentrer en détail sur ces forces colossales qui touchent ces méga. Bon, nous avons des volcans silencieux, quand on parle Nyangongo, en République démocratique du Congo. En Afrique, il y a qui ça m'a demandé, ouais, est-ce qu'il y a des volcans en Afrique? Oui, il y a en République démocratique du Congo, dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais il y a des zones de rifts qui ont été séparées. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique en deux parties, en partant de la pointe de Djibouti, en passant jusqu'à Éthiopie haute. Voilà, bref, on ne va pas rentrer en détail sur ces problèmes-là, des problématiques-là. Si vous parlez des volcans dormants,
Les volcans dormants sont des volcans explosifs. Explosifs. Donc quand ça pète, eh oui, on ne sait même pas. Mais parfois ça grogne. Donc le Congo-Brazzaville est un super volcan dormant. Le dictateur Denis Sassou Nguesso là, et sa France-Afrique sont en train de mettre tous ces processus contre ce peuple. Mais le peuple est rentré, c'est comme... voilà, les volcans dormants que je vous ai dit, ne sait plus que faire. Mais quand ça explose, en réalité, on cherche des détonateurs. Ce détonateur peut être civil, politique et militaire. Mais je pense qu'il sera plutôt imprévisible. On ne sait pas là où ça va sauter. Et à ce moment-là, avec toutes les données, toute cette matière que le dictateur Denis Sassou Nguesso va nous laisser, léguer, et à ce moment-là, vous verrez que tout sera incontrôlable. Parce qu'il y a un passif historique qui est déjà là. Il y a un contentieux historique qui est déjà là. Entre le peuple et cette famille de Sassou Nguesso. Le peuple est contre ce clan de Sassou Nguesso. Le peuple est cette tribu contre ces Sassou Nguesso. Et le peuple est contre ces dignitaires et qui sont là en train de travailler avec Sassou. Les dignitaires, il n'y a pas de problème, mais ils seront toujours repensés en fonction des enjeux. Mais les dangers que les dictateurs ne savent pas, c'est surtout sa famille, son clan et autres dans l'espace et le temps. Parce que lui, il a utilisé tous les moyens de l'État et tout ça qui est en train de déclasser, détruire et tuer. Et là, il est en train de faire ce qu'il veut. En réalité, lui, il a peur des pétards, mais il envoie des pétards aux autres. Lui, il a peur de l'injustice, mais il envoie l'injustice aux autres. Lui, il a peur de l'insécurité, mais il envoie l'insécurité aux autres. Mais l'insécurité de sa famille, il a bien sûr peur, mais lui envoie l'insécurité de sa tyrannie aux autres. N'oublions pas le déclassement social et du but même de la condition humaine et sociale. Donc nous sommes en présence d'un volcan dormant et qu'un cerveau congolais est obligé de monter ça pour les besoins de l'histoire. Et donc il s'agit bien sûr d'une propriété intellectuelle et que demain, qui dirait, les enfants, petits-enfants, à Yatonga, à l'échelle congolaise, dire oui, on a eu quand même un papy, un arrière-grand-père, et puisque YouTube pourra garder ça pour les besoins de l'histoire dans l'espace et le temps. Donc, j'ai bien compris les enjeux de la communication globale dans l'espace et le temps. Et c'est les raisons pour lesquelles je livre non seulement à la tribu Makwa, au nordiste, au sudiste, au peuple congolais, à l'Afrique, au monde entier. Oui, il s'agit bien sûr de monter aux yeux du monde parce que, oui, je n'attends pas que la mort m'apporte un talent. Oui, voilà, parce que l'être est, le non-être n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir des bagages. Il veut savoir là où les déposer. Je les dépose pour vous. Parce que pourquoi? Parce que nous sommes au cœur de l'enjeu de la civilisation globale. Parce que l'inégalité entre couches sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside bien sûr dans l'éducation ou les formations qu'on donne à l'individu. Ou plutôt dans celles qu'on lui refuse. Ceci est d'ailleurs pour moi un cas de prise de conscience universelle sur différentes échelles. Tant individuelle, professionnelle, culturelle, sociétale et civilisationnelle d'ailleurs. Mesdames et messieurs, je vais vous laisser avec une vidéo et nous allons écouter un peu quelques minutes. Mais la vidéo s'appelle « Documenter la Terre 2, les super volcans ». Même si je connais plein d'éléments qui touchent la Terre, on tenant compte déjà de la géophysique du globe, en passant par sa géochimie, la géochimie du globe, les minéraux et tous ces matériaux pyroclastiques, les pierres bronzes et tout ça. Voilà. Bon, bref, on va rester là, on va parler au-delà. Merci de la connaissance. Et je vous laisse merci. Et écoutez ça. Le centre de la Terre se déchaîne. Elle crachera plus de lave que tous les volcans de l'histoire réunis. Les super volcans. On parle des super volcans. Cette attaque impitoyable pourrait bien anéantir toute trace de vie. Nos ancêtres primitifs, les amphibiens, devront se battre pour franchir le plus grand pas de l'évolution à ce jour. L'histoire de la Terre est parsemée d'événements catastrophiques ayant causé de nombreuses extinctions massives. Mais chaque fois que l'anéantissement semblait inévitable, la nature a su récupérer de façon remarquable.
Le Congo va récupérer, va se récupérer, va se régénérer après cette hécatombe de Sassou Nguesso. De notre avenir. Qui survivra et qui disparaîtra? La réponse pourrait vous surprendre. Dans l'histoire, il y a eu toujours des catastrophes les plus meurtrières. les catastrophes, c'est-à-dire période de réchauffement, de refroidissement, de glaciation, interglacial, interréchauffement, extinction, création et compagnie, depuis des milliards d'années. Et donc nous sommes au cœur des méga-sciences, des maxi-sciences. De la mort d'autrui. Et voilà. Léonard de Vinci, XVIe siècle après Jésus-Christ. Notre planète, il y a 377 millions d'années, on est à l'ère primaire. Le début de la période du Dévonien, des millions d'années avant la présence d'humains. Presque à la fin de l'ère primaire. Les animaux prospèrent dans cette ère primitive. Du moins, pour le moment. La vie terrestre est sur le point d'être prise en otage par ce qui sera la deuxième extinction massive. On attribue la première à une explosion de rayons gamma. Radioactif. D'après les scientifiques, la menace provient cette fois de loin, très loin sous nos pieds. Qui ont créé les matières d'uranium et tout ça, c'est pendant cette période-là, des rayons gamma, des rayonnements gamma. Parce qu'il y a l'alpha, alpha, pépénotant, bêta aussi, un peu ionisant et surtout gamma, c'est-à-dire radioactif. Le se compose de 8 millions de kilomètres cubes de roches en fusion, assez pour anéantir la planète entière. Les supervolcans sont des masses en fusion qui, pour des raisons inconnues, se détachent du magma au centre de la Terre pour émerger vers la surface. À 2900 km Il y a 20 millions d'années, sous on notre aurait Terre. pu comparer la Terre à une lampe à lave dont une des bulles aurait éclaté à la surface. Donc vous avez les noyaux, Littéralement cru en enfer. puis le manteau, il y a deux manteaux, Tandis que inférieur le et supérieur. supervolcan fait son chemin, il emporte la Visqueux croûte et liquide, terrestre et la fait et fondre par en dessous. la côte terrestre. Au fond, il y a les noyaux. Donc ça fait un cercle. Ce n'est qu'une question Ouais, de énorme. temps avant le début de l'apocalypse. Il ne reste que 24 heures à la Terre. Pour le moment, c'est une planète chaude recouverte d'eau, un océan sans fin parsemé d'îles. L'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Antarctique forment un supercontinent qui recouvre le pôle Sud. Les autres continents sont des îles situées dans la région de l'Équateur. Chez nous, au Congo-Brazzaville. Les végétaux recouvrent le sol pour la première fois de l'histoire. Je vais résumer là ici. C'était très différent des forêts qu'on connaît. On imagine une forêt dévonienne très chaude et humide. Dévonienne. On y retrouvait de grandes fougères arborescentes. Il n'y avait pas d'arbres ou de plantes à fleurs. Ce type d'arbres et de buissons n'existait pas dans le Dévonien. Les seules bestioles susceptibles d'être rencontrées dans ces forêts sont de petits insectes. C'est sous l'eau, dans les vastes mers gorgées de soleil, que la vie animale prospère. À l'ère dévonienne, les récifs coralliens recouvraient une superficie d'environ 1 million de kilomètres carrés. Environ 10 fois plus qu'aujourd'hui. Ce milieu fourmillant de vie regorge d'habitants. On y trouve des coraux et des éponges, de vigoureux trilobites, qui sont des insectes aquatiques.
des nautiloïdes céphalopodes, ancêtres du calmar et de la pieuvre moderne. Les récifs étaient immenses. Ils abritaient une vie riche, diversifiée et colorée. On y retrouvait des coraux, des organismes coralliens, des éponges et des échinodermes, comme des lys de mer ou des crinoïdes. C'était un spectacle haut en couleurs. L'abondance de poissons dans ces eaux est une des principales caractéristiques du Dévonien. C'est pourquoi on l'appelle aussi l'âge du poisson. Aujourd'hui, les poissons sont considérés comme une forme de vie primitive. Pourtant, ils étaient autrefois les plus évolués. On en retrouve de toutes sortes. Certains mesurent quelques centimètres, tandis que d'autres ont la taille d'un autobus. Parmi ceux-ci, un groupe se démarque, les placodermes. Le mot placoderme signifie plaque de peau. Il est formé de placa, qui signifie plaque, et de derme, qui renvoie à la peau, comme celle des humains. Les placodermes avaient donc la tête, le dos et les épaules couverts de plaques cuirassées. La plus grande créature marine et le plus grand animal n'ayant jamais existé jusque-là est le Dunkleosteus. Le plus grand mammifère qu'il m'ait été donné de rencontrer dans l'eau était un épaulard. À côté du Dunkleosteus, l'épaulard est un nain. Ce monstre marin de 10 mètres de long et de plus de 9000 kilos est aussi féroce qu'il en a l'air. Sa tête est protégée par des plaques osseuses semblables à une armure. Sa mâchoire édentée, tranchante comme une lame de rasoir, s'ouvre en une fraction de seconde. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes dans un volcan dormant. Donc faites attention. Et donc tout est évolution. Il y a des sutures, des méga-sutures, il y a des consciences existentielles universelles. Il y a des gens qui ont compris les enjeux et qui ne peuvent pas le dire ici. Je peux vous dire l'histoire de la France-Afrique et des enjeux majeurs. Je peux pas vous le dire. Mais si la France nous donnait, avec Sassou Nguesso, déjecter ce monsieur, nous pouvons reconstruire une France-Afrique nouvelle dans un dynamisme linguistique d'abord, culturel et aussi économique et compagnie. D'où l'enjeu de repenser la matière grise. Elle est là, elle est présente. Mais nous agissons dans le cadre pire et simplement de la pensée universelle. Elle est là. Donc ça ne dépend pas de la valeur ajoutée financière, mais elle est là. Elle est dans l'esprit. Elle est dans les prédispositions, d'ailleurs, génétiques à l'intelligence. Bien sûr que l'intelligence est innée. L'instruction, ça s'apprend. Mais on peut aussi être plus instruit et devenir de plus en plus con ou imbécile. D'où l'enjeu de toujours de réajuster ses connaissances et interpréter ça dans le sens d'évolution du but même de la condition humaine et de l'existence universelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous laisse avec Bavo Marie et pour les enjeux universels et à bientôt. Et je vous laisse avec l'histoire des volcans dormants qui guettent le Congo. La fête de Sassou Nguesso peut être violent et je ne vous dis pas, ça peut être violent. C'est à nous de repenser ça. Parce que Sassou est venu trouver ce pays, il est né, un enfant né, comme d'autres, comme disait Youlou, comme il disait que, ah oui, un jour ou l'autre nous aurons un fou. Oui, et c'est fou, c'est Sassou. Et si nous aurons encore un peu plus fou, et demain peut-être que nous aurons des meilleurs, les Massamba Débat, et un peu naïfs comme les Marins Gwabi. Mais d'où l'enjeu de repenser. Le président Michel Mokoko
aurait pu être les Dengwabistes ou des Massambadébistes et même ajouter à d'autres esprits comme Mandela et autres. Mais pourquoi nous ne devons pas avancer? Pourquoi nous laissons les autres nous abrutir et nous sommes là en train de traiter que des passifs du passé au lieu d'être au présent et en repensant les enjeux des situations à venir, c'est-à-dire les enjeux des nouvelles stratégies sociétales et civilisationnelles à venir. Mesdames, Messieurs, je vous les remercie et laissons là. Ce ne fut qu'un petit exemple d'une pensée et nous aurons beaucoup de choses à penser ensemble pour laisser aux yeux de la civilisation et des nouvelles stratégies sociétales, et qui sont celles d'abord de la dignité, de la liberté, des droits et du but même de la condition humaine et sociale, et surtout des problématiques existentielles nouvelles qui touchent les enjeux d'ailleurs des écosystèmes. Oui, la qualité de l'air, de l'eau, de l'alimentation, de tout ce qui font que nous sommes humains. Nous avons un cerveau. Et je vous remercie. D'ailleurs, merci, merci, merci. Aux générations futures, à ceux qui me connaissent, j'ai dit cette vidéo à tous ceux qui me connaissent, à mes profs, à l'école primaire, à Makwa, au collège Edouard Mbeta à Makwa, au lycée Salvador Allende à Makwa, au lycée Chaminade à Brazzaville, oui, à la faculté des sciences à Brazzaville, à l'université Paris 6, à l'université de Reims, à l'université Cergy-Pontoise et tout ça, qui touche la science, l'environnement, les sciences universelles et compagnie. Je vous remercie. Ce ne fut qu'un carnet de devoirs historiques ou des devoirs de mémoire. Je vous remercie et à bientôt.